lorsque l'empereur mena l'humanité afin qu'elle se répande de nouveau dans la galaxie il y a plus de 100 siècles. Ce fut la fin d'un âge de régression et d'isolation provoquée par les tempêtes warp et les invasions extraterrestres. Même les archives de l'Adeptus Administratum ne décrivent pas précisément comment l'empereur parvint à prendre le commandement de l'humanité, ni comment le jeune Imperium naquit de la barbarie qui le précéda. Les mythes parlent de la création des Space Marines, du lancement de la Grande Croisade et de la courte période de prospérité qui s'ensuivit avant que les terribles guerres de l'hérésie d'Horus replongent la galaxie dans les ténèbres. La vérité est enfouie sous des millénaires de superstitions, perdue dans les brumes des fables et dans les ouvrages poussiéreux des chroniques historiques. Peut-être existe-t-il un scriptorium secret dans quelques recoins du palais impérial où cette vérité peut encore être trouvée, scellée dans des grimoires antiques, derrière des portes d'adamantium. Si un tel lieu existe, il est préférable qu'il reste caché. Ces vérités seraient niées et ces lecteurs seraient envoyés au bûcher pour leurs révélations hérétiques. C'est pourquoi ces jours anciens resteront voilés de mystère, sauf si l'empereur en personne décidait de révéler ce qu'il sait. Malheureusement, nul ne peut lire les pensées qui se forment dans son crâne décrépit. Jadis, l'empereur vivait et respirait comme n'importe quel mortel, mais son existence physique s'est terminée depuis longtemps, à cause d'Horus l'architraître, au cours de la bataille de Terra. Des milliers d'années plus tard, l'empereur ne survit que grâce à la force de sa volonté. Les champs de stase et les réacteurs à fusion psy de la machine nommée le Trône d'Or préservent son corps brisé, afin que son esprit perdure au sein de sa carcasse pourrissante grâce au secret d'une technologie antique et oubliée. Ces immenses pouvoirs psychiques irradient ainsi du Trône d'Or. Ils enveloppent et protègent l'humanité dans une galaxie hostile, tel un fanal de lumière au milieu des ténèbres insondables. Si l'empereur échouait, nul ne serait en mesure de s'opposer à l'invasion des dieux sombres et des démons avides de destruction se répandraient dans la galaxie, car chaque être humain deviendrait une porte d'entrée pour les ennemis jurés de l'humanité. La réalité se mêlerait à la matière brute du Warp, ce royaume de cauchemars et de cruauté. Le monde physique disparaîtrait ainsi que le continuum espace-temps, car il ne resterait plus qu'un chaos primaire. Le Moyen-Âge technologique n'existe plus que dans les mythes et les légendes, et nul ne sait vraiment comment il prit fin. De nombreuses cultures partagent des récits similaires d'une époque dorée qui se serait arrêtée subitement. Des régions entières se trouvant isolées par des tempêtes warp et sombrant dans des guerres fratricides. D'autres évoquent une sorte de point culminant de l'évolution humaine. Les mutations et les pouvoirs psychiques s'y seraient multipliés, et les créatures prédatrices de l'espace warp auraient exploité ces individus comme autant de passerelles pour venir se repaître des vivants. Les adorateurs des puissances de la ruine soutiennent que cette époque vit le triomphe du chaos. Lorsque les premières et maladroites tentatives de l'humanité pour contrôler le monde des mortels se soldèrent par un état d'anarchie totale provoqué par l'arrivée massive des démons. Quelle que soit la vérité, le Moyen-Âge technologique laissa la place à l'ère des luttes. Les restes éparpillés des civilisations humaines se battirent les uns contre les autres, ainsi que contre les hordes extraterrestres qui se ruaient pour mettre leur monde à sac. De nombreuses populations furent réduites en esclavage ou totalement balayées, et d'autres retombèrent dans la barbarie lorsque toute autorité disparut. Seules les planètes qui avaient impitoyablement réprimé les Psykers parvinrent à échapper au cauchemar et à la folie. La Terre elle-même se retrouva totalement isolée par les orages warp durant des milliers d'années, sombrant dans une anarchie totale sous le joug de bandes sauvages et de technopirates qui rôdaient dans les ruines de ces continents ravagés.
Les fidèles de l'empereur prétendent que celui-ci apparut pour la première fois durant l'ère des luttes, et que même à cette époque, nul ne connaissait son vrai nom ni ses origines. Cet empereur se hissa à la tête des tribus par la force des armes, les conquérant les unes après les autres. Il apparut alors comme un sauveur, dirigeant 16 armées sur toute la surface de la Terre afin de réunifier toutes les communautés éparpillées de l'humanité. Ses effectifs croissaient sans cesse, regroupant disciples convaincus et tribus soumises et forcées à lui prêter serment d'allégeance. L'empereur les réunit tous dans cette vision d'une humanité de nouveau unie, libérée de l'esclavage et des chaînes de l'ignorance barbare. Il pressentait qu'un jour ses disciples quitteraient la Terre et s'aventureraient dans l'espace pour débarrasser les mondes humains de la présence des extraterrestres et des démons. Certains pensent que l'empereur aurait pressenti d'une manière ou d'une autre l'émergence toute proche du dieu du chaos Slaanesh et ses effets sur le Warp. La légende ne tarit pas d'éloges sur sa prescience psychique. Il devait probablement disposer d'une sensibilité suffisante pour entrevoir le cataclysme à venir. Alors que la Terre demeurait isolée par les orages Warp, l'empereur eut la possibilité de se rendre sur Mars, où il rencontra les technoprêtres du Mechanicus naissant, lesquels continuaient d'entretenir les machines fatiguées fabriquées par leurs prédécesseurs. Dans ce qui fut sa plus grande action politique avant la création de l'Imperium, il réussit à convaincre les prêtres de Mars qu'il était la réincarnation de leur divinité, l'Omnimessie, et il s'attacha ainsi leur fidélité. Les adorateurs de l'empereur aiment s'imaginer cette entrevue avec le culte Mechanicus comme un événement festif. La réunion de deux moitiés d'un tout. Malgré leur propagande, il s'agissait en réalité d'un lien fragile, comme il fut démontré plus tard. Et pour un grand nombre de technoprêtres, l'empereur n'a jamais été un dieu vivant. Pourtant, ils l'aidèrent à préparer ce qui allait devenir sa croisade à travers les étoiles. L'empereur s'attela à la création des primarques. Il s'agissait d'êtres surhumains génétiquement modifiés disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un dieu, créatures puissantes et loyales, dans une certaine mesure. Les intentions de l'empereur étaient de créer une espèce entière de surhommes à partir des gabarits génétiques des premiers primarques. Il espérait que ces efforts produiraient une descendance totalement pure et immunisée contre les influences du chaos. Les puissances du chaos comprirent vite les plans de l'empereur et s'emparèrent des fœtus avant qu'ils n'arrivent à maturité. Elles comprirent également le potentiel de ces créatures et au lieu de les détruire, les éparpillèrent hors d'atteinte de l'empereur. Celui-ci ne les retrouvant que bien plus tard, durant l'avancée de sa grande croisade. Ainsi perdit-il sa première bataille contre le chaos avant même d'avoir quitté les environs immédiats de Terra. Il fut dans l'incapacité de recréer les primarques dans le temps dont il disposait, l'univers tremblant déjà des premiers soubresauts de la naissance de Slaanesh, ce dieu encore à naître accédant peu à peu à la conscience. L'empereur échafauda à la place un autre plan. Exploitant le matériel génétique mis au point pour les primarques dans son laboratoire, il le dupliqua et le transforma en organes biologiques distincts. En implantant ces organes dans de jeunes individus en pleine croissance, les qualités des primarques, et parfois leurs défauts, pouvaient être reproduites, mais dans une moindre mesure. C'est ainsi que furent créés les premiers Space Marines, et bientôt, des légions entières suivirent en utilisant le matériel génétique des primarques cultivés dans les cuves des laboratoires de Luna. Les loyalistes décrivent également cet événement comme source de grande réjouissance parmi les disciples de l'empereur, même si l'on peut penser que la réaction des vétérans qui avaient combattu pour sa cause et qui se voyaient supplantés de la sorte fut sans doute moins enthousiaste. Quoi qu'il en soit, les Space Marines surhumains étaient destinés à devenir les forces d'élite de l'empereur pour la croisade à venir, et au sein de l'Imperium pour la suite.
Lorsque le prince du chaos Slanesh s'éveilla totalement, l'écho psychique de sa naissance secoua la galaxie tout entière. Malgré sa relative proximité par rapport à la région qu'on a baptisée l'œil de la terreur, Terra échappa à l'onde de destruction qui ravagea les étoiles. Les tempêtes warp qui entouraient toujours l'ancienne Terre absorbèrent en fait l'essentiel de l'impact et finirent par se dissiper, dégageant l'espace warp autour du berceau de l'humanité pour la première fois depuis des milliers d'années. Le moment était venu de réunifier l'humanité, et les flottes flamboyantes de l'empereur s'élancèrent sous ses ordres dans l'immensité de l'espace. L'Imperium fut forgé au cours des siècles qui suivirent, dans cette ère de conquête et d'expansion que fut la Grande Croisade. L'empereur lança tout d'abord ses forces à la recherche des primarques perdus. Sans doute craignait-il de laisser des êtres aussi puissants trop longtemps éloignés de son influence. Ses capacités psychiques l'attirèrent vers les endroits où ils s'étaient dispersés à travers l'espace et le temps. Partout, les primarques étaient devenus des guerriers et des chefs au sein des cultures qui les avaient recueillis. L'empereur dut se dire que ses expériences avaient réussi, car les primarques perdus ne montrèrent pas le moindre signe de corruption, bien qu'ils eussent été frôlés par le chaos. Il existe de nombreuses légendes impériales racontant la première rencontre de l'empereur avec l'un ou l'autre de ses fils durant la Grande Croisade. Dans la plupart, un mystérieux étranger se présente à la cour du primarque et accomplit divers exploits impossibles, prenant généralement le dessus sur son hôte au cours d'un combat singulier avant de révéler sa véritable identité. Dans ces légendes, le primarque subjugué prête alors serment d'allégeance à l'empereur et rejoint immédiatement son entourage. Ces contes servent sans nul doute à dissimuler une cruelle réalité. Nombre des primarques durent être soumis par la force avant d'accepter de rejoindre leur créateur. L'empereur fit preuve d'une grande générosité envers ses fils. Au fur et à mesure qu'ils furent retrouvés et qu'ils le rejoignirent, ils reçurent le commandement de la Légion Space Marines constituée à partir de leur patrimoine génétique. Avec leur primarque à leur tête, plus rien ne pouvait arrêter les légions de Space Marines, et chacune devint une armée d'êtres surhumains prêts à conquérir ou mourir, quel que soit l'ennemi. Certains comprirent que l'amour des Space Marines pour leur primarque dépassait même la loyauté envers l'empereur qu'on les avait conditionnés à éprouver. Dirigée par l'empereur et soutenue par les primarques, la Grande Croisade balayait tout sur son passage. De mémoire d'homme, nous n'avions probablement jamais vu plus immense armada dans la galaxie jusqu'alors. Les troupes de l'empereur ne manquèrent pourtant pas d'ennemis, et leur progression ne se fit pas sans livrer de féroces combats. Partout où se rendaient les vaisseaux d'argent, flamboyaient inévitablement les brasiers de la guerre. L'empereur et ses serviteurs trouvèrent de nombreux mondes étranges et terribles, où humains et extraterrestres cohabitaient, et d'autres où le chaos régnait en maître. Tous furent purifiés sans la moindre pitié. Des empires extraterrestres furent jetés à bas et vaincus par la Grande Croisade. Des populations humaines réduites en esclavage furent libérées. Psykers et mutants furent systématiquement éliminés et les adorateurs des dieux du chaos forcés de se cacher. Nombreux furent les extraterrestres qui apprirent à haïr l'Imperium durant la Grande Croisade. Et on attribue depuis lors à tous les humains les flambées de xénophobie de l'époque. Par endroits, des coalitions de mondes humains avaient survécu à l'ère des luttes, et nombre d'entre elles tentèrent de résister aux visées impérialistes de Terra. D'innombrables milliards d'individus furent massacrés par les légions Astartes et le recours de l'empereur à la force brute pour soumettre les mondes les plus avancés. Les bombes virales et les torpilles cycloniques utilisées à tort et à travers renvoyèrent dans l'oubli des secrets préservés durant des millénaires, ainsi que des technologies précieuses.
Les légions de Space Marines se trouvèrent de plus en plus souvent opposées à des populations humaines dont le seul crime était leur réticence à se joindre à l'impérium naissant. Le message d'unification de l'empereur s'était transformé en une attitude de domination sans partage, et ceux qui ne se soumettaient pas étaient considérés comme des ennemis et traités comme tels. La grande croisade continua d'avancer, inexorable et impitoyable, emportée par son élan jusqu'aux confins de la galaxie. Dans le sillage des forces armées, sur les mondes conquis, les infrastructures du futur empire furent mises en place. Les gouvernements et la noblesse furent soumis à l'administratum. Les arbites remplacèrent les juges et les législateurs. Et avec le temps, même les mécaniciens et les technologues furent supplantés par l'Adeptus Mechanicus. Les gouverneurs planétaires entrèrent en fonction avec pour principale mission la collecte de la dîme. Les décrets en provenance de la lointaine Terra imposèrent une rigoureuse conformité des peuples et des cultures totalement différents. L'oppression et les corvées formaient la trame du nouveau mode de vie des habitants de l'Imperium. Malgré tous ces signes inquiétants, la majorité des humains s'attacha à rebâtir son ancien héritage en échange de la promesse d'un avenir meilleur. Durant un temps, l'unité et la force de l'Imperium semblèrent impossibles à contrer, et les puissances du chaos parurent s'être retirées dans leur propre royaume. Mais il n'en était rien. Le contact du chaos avait laissé des traces chez les primarques. Alors que se poursuivait la Grande Croisade, leurs rêves furent perturbés par les insidieuses promesses des puissances de la ruine. Les primarques furent cruellement mis à l'épreuve par ces tentations refoulées, chacun pensant être le seul à subir le poids de tels péchés. Certains furent tentés par la promesse du pouvoir, et chez d'autres, ce fut l'orgueil ou les prouesses martiales elles-mêmes qui ouvrirent la voie de la corruption. Progressivement, ces simples écarts se transformèrent en véritable obsession. Une bonne moitié des primarques finit par céder aux appels des puissances de la ruine, leur corruption se manifestant d'une manière si subtile qu'eux-mêmes ne suspectèrent à aucun moment que leur propre loyauté avait progressivement dérivé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Horus, le plus grand d'entre eux, était totalement convaincu de la vertu des idéaux martiaux pour lesquels il combattait. Il avait toute la confiance de l'empereur et l'admiration des autres primarques, et gagna le titre de maître de guerre. Il s'était tenu aux côtés de son père depuis les tout premiers jours de la Grande Croisade, et tout au long des années qui suivirent, les légendes racontent qu'ils luttèrent dos à dos lors du siège de Raylis et que l'empereur y sauva la vie d'Horus. La bataille de Goro, on dit que le primarque paya sa dette en tranchant le bras d'un orque plongé en pleine frénésie qui serrait la gorge de l'empereur au point de l'étouffer. La Grande Croisade avançait bien, et l'empereur finit par retourner sur Terra afin d'administrer ses domaines qui ne cessaient de s'étendre. Il confia à Horus le soin de poursuivre la guerre le long des marches orientales, sans réaliser qu'il venait de planter la graine de la trahison. À mesure que progressait la campagne, Horus commençait à voir d'un mauvais œil certains actes de l'empereur qu'il jugeait veuls et déshonorants. Le maître de l'humanité se livrait trop souvent à des compromis indignes, tandis que la destruction s'abattait sur d'autres mondes sous des prétextes fallacieux. L'abandon des affaires militaires par l'empereur au profit de tâches administratives confirma les craintes d'Horus. Cet âge de lumière et de savoir prêché par son père n'était qu'un leurre dissimulant sa propre avidité. Ces guerriers méritaient sans doute d'avoir leur mot à dire quant à la gestion des mondes qu'ils avaient conquis au prix d'une si âpre lutte. Quel genre d'homme pourrait chercher à devenir le seul et unique maître de toute la galaxie ? Ainsi germèrent les premiers doutes dans l'esprit brillant d'Horus. Peut-être même imagina-t-il ce moment fatidique où l'empereur devrait se débarrasser de lui, ce jour où il n'y aurait plus aucun adversaire à sa hauteur. Horus commença alors à planifier sa rébellion. Il sonda discrètement certains primarques et initia le lent processus de regroupement de ses troupes dispersées dans la galaxie.
Poussés par la fierté et la loyauté envers leur primarque, les légions Space Marines d'Horus furent progressivement détournées de l'empereur pour servir uniquement le maître de guerre. Tout d'abord, les Astartes n'eurent pas conscience de la voie sur laquelle ils s'engageaient. La corruption s'étendit ainsi doucement et subtilement, et ce ne fut que plus tard, lorsqu'ils atteignirent le point de non-retour, que le vernis de sophisme s'écailla, révélant la cruelle réalité. Le chaos avait gagné leur cœur. Alors que le maître de guerre n'en était encore qu'à ses préparatifs, le commandeur impérial d'Is-23 déclara l'indépendance de la totalité de son système. L'empereur, ignorant les plans d'Horus, lui ordonna de s'en aller pacifier le système rebelle. Il décida à la place de bombarder Is-23 depuis l'orbite à l'aide de charges virales. 12 milliards d'âmes furent emportées en l'espace de quelques minutes, et les orages incandescents qui ravagèrent la planète des jours durant, réduisant en cendres leurs carcasses putréfiées. Durant le bombardement, un groupe de Space Marines loyalistes perçut des signes de corruption chez les serviteurs d'Horus. Ils parvinrent à prendre le contrôle de la frégate Eisenstein et s'enfuirent dans le Warp pour avertir l'empereur. Horus se replia sur Is-25 pour rassembler ses forces en vue de la confrontation qui s'annonçait. L'empereur hésita, abasourdi par la trahison de son maître de guerre. Incroyable de croire que son ami et général en chef rassemblait réellement ses troupes contre lui. Pourtant, alors même qu'il apprenait cette trahison, la dissension et la rébellion se propagèrent parmi toutes les forces armées impériales. Sur Mars, ceux qui avaient dénoncé l'empereur comme étant un faux omni-messie comprirent qu'il était temps pour eux d'agir. Le fabricateur général de l'Adeptus Mechanicus, Kelbor Hall, le plus puissant des magos de Mars, libéra d'antiques armes interdites à la surface de la planète rouge, alors que les technoprêtres se battraient entre eux. Le fragile Imperium se déchira subitement. Des systèmes récemment conquis déclarèrent leur indépendance, et des responsables planétaires nouvellement nommés en profitèrent pour se ranger aux côtés du maître de guerre. Au sein de cette zizanie, nombreux furent ceux qui ne reconnurent pas immédiatement les signes de résurgence des puissances de la ruine, considérant ce conflit comme une simple affaire de politique opposant Horus à l'empereur. La pourriture du chaos s'étendit rapidement, passant des propres forces du maître de guerre à ses alliés et même à ses ennemis, le tout à une vitesse ahurissante. Loyalistes et rebelles s'affrontèrent sur des centaines de mondes, à travers toute la galaxie. Après un retard qui faillit s'avérer fatal, l'empereur ordonna à 7 légions Space Marines au grand complet de détruire Horus et ses forces renégates sur Is-25. Il s'était finalement rendu compte que la rébellion ne pouvait être matée qu'en éliminant celui qui l'avait inspiré, le maître de guerre en personne. L'humanité perdit encore de précieux mois à mobiliser et organiser les forces loyalistes pour les acheminer jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Horus ne resta pas les bras croisés et profita de ce délai pour renforcer ses positions sur des centaines de systèmes, se déclarant de fait comme nouvel empereur. Partout où s'élevait la bannière d'Horus, l'influence corruptrice du chaos la suivait. Les opérations punitives lancées par l'empereur eurent des effets désastreux. Des 7 légions dépêchées pour détruire Horus sur Is-25, 4 se retournèrent contre lui et aidèrent à massacrer celles restées loyales. Le maître de guerre se retrouva bientôt à la tête de 9 légions Space Marines, ayant presque totalement annihilé 3 de celles restées fidèles à Terra. Et ainsi débuta réellement l'hérésie d'Horus. La lutte continua durant des années et ébranla l'Imperium tout juste né jusque dans ses fondations. Les légions Space Marines, l'armée impériale, l'Adeptus Mechanicus et la totalité des domaines de l'humanité plongés dans la guerre civile s'entre-déchirèrent. Les loyalistes prirent peu à peu le dessus sur les rebelles, mais Horus savait qu'il restait en mesure de porter un coup décisif et de gagner la guerre. Il frappa son ennemi en plein cœur en attaquant la Terre elle-même, avec la totalité de ses légions Space Marines renégates. L'empereur fut pris de vitesse par les manœuvres audacieuses du maître de guerre et se retrouva isolé et assiégé à l'intérieur de son palais,
avec pour toute protection une poignée de loyalistes. Le palais était cependant pourvu de redoutables systèmes de défense, et la population se regroupa pour protéger son empereur au point qu'Horus se retrouva privé de la victoire rapide qu'il avait espérée. D'âpres combats marquèrent ce siège qui se prolongea durant plus d'1 mois. Finalement, les gigantesques machines de guerre de la Legio Mortis éventrèrent les hauts murs d'enceinte et les hordes du chaos se répandirent à l'intérieur de la forteresse. Les hauts faits d'armes accomplis durant le siège du palais impérial pourraient remplir les rayonnages entiers d'une bibliothèque titanesque. C'est d'ailleurs le cas dans certains endroits de la galaxie. Mais les mythes et les légendes empêchent de réellement faire le tri et de savoir ce qui se passa réellement. Les loyalistes prétendent qu'à la dernière minute, l'empereur découvrit une faille dans les boucliers de la barge de bataille Horus, restée en orbite. Selon leurs saints ouvrages, l'empereur, accompagné des 2 derniers primarques qui lui étaient restés loyaux, Sanguinus et Rogaldorn, se téléporta à bord du vaisseau afin d'y affronter Horus en combat singulier. D'autres sources soutiennent que le maître de guerre permit à l'empereur de se rendre à bord, peut-être dans un ultime effort pour mettre un terme à ce bain de sang. Toujours est-il qu'un combat eut lieu, au terme duquel Horus tua son frère primarque Sanguinius, avant de lui-même succomber des mains de l'empereur. Ce dernier fut cependant mortellement blessé dans son combat contre le maître de guerre, et son enveloppe charnelle gravement endommagée. Il est dit que Rogaldorn récupéra le corps meurtri de l'empereur et retourna sur Terra. Là, on l'enchassa dans le trône d'or, où il se trouve toujours, sans avoir prononcé la moindre parole ni fait le plus petit geste depuis plus de 10 000 ans. Les pieux adorateurs du credo impérial croient que l'esprit de l'empereur vit toujours dans le cadavre assis sur le trône d'or, mais nombreux sont ceux qui doutent et ont remis en cause cette croyance au point de risquer des accusations d'hérésie. Le corps du maître de guerre fut retrouvé par ses propres soldats qui s'enfuirent sans attendre, loin de Terra. Sans Horus pour commander et maintenir la cohésion des troupes, la rébellion s'effondra. Ceux qui avaient récemment pris fait et cause pour le maître de guerre retournèrent promptement leurs vestes et revinrent dans le giron impérial. Les légions d'Horus se retournèrent les unes contre les autres, désormais gouvernées par leur allégeance aux puissances de la ruine plutôt que par une stratégie commune. Au fur et à mesure que les loyalistes se rassemblaient, les forces rebelles furent écrasées sur chaque monde, et les légions corrompues, les légions renégates comme on les appelle désormais, furent boutées hors de l'espace impérial. À travers tout l'impérium, le culte de l'empereur Dieu se développa. Dans les siècles qui suivirent, il allait se cristalliser sous la forme de l'Adeptus Ministorum et de la religion puritaine qu'est le credo impérial. L'impérium lui-même évolua en une entité reposant sur la peur et la trahison, la superstition, des fondations établies par ce qu'on allait baptiser l'hérésie d'Horus. Là, dans les tréfonds du palais impérial, des amas de technologies insondables sustentent depuis lors l'esprit de l'empereur pour qu'il puisse continuer à veiller sur l'humanité. Bien que son corps soit condamné à l'immobilité, les pouvoirs psychiques de l'empereur ne sont en rien entravés, et il est toujours le maître de l'humanité, le gardien du genre humain. Seul l'esprit de l'empereur est assez puissant pour canaliser la puissance brute que fournissent les serviteurs de l'Adeptus Astronomica et en faire le fanal psychique de l'Astronomican. On ne peut pas reconnaître la même endurance aux membres de l'Adeptus Astronomica eux-mêmes, car triste est leur sort. Ils sont bientôt détruits par l'effort qu'exige la production d'énergie psychique qui aspire leur âme et les réduit en enveloppes vides. Beaucoup meurent chaque jour, mais ils ne sont pas les seuls psycheurs à qui l'on demande le sacrifice suprême, car l'empereur ne peut ni manger ni boire ni même respirer. Sa vie a depuis longtemps dépassé le point où de telles choses peuvent encore l'alimenter. La seule source de nourriture viable pour l'empereur est la force vitale humaine, les âmes, et son appétit est insatiable. Tous les humains ne conviennent pas à la table de l'empereur, car le donneur doit avoir des pouvoirs psychiques. Par conséquent, l'impérium est ratissé par les nombreuses flottilles de vaisseaux noirs, dans une quête infatigable des psycheurs émergents.
Entassés durant leur long voyage vers Terra, certains des Psykers s'avéreront posséder assez de force mentale pour être recrutés par l'Adeptus Astra Telepathica ou être entraînés par l'Adeptus Astronomica. Mais bien plus encore serviront leur empereur d'une manière plus effroyable. Ils seront livrés aux machines qui entourent le maître de l'humanité, et leur âme sera siphonnée, lentement et douloureusement, pour nourrir son puissant esprit. Des centaines, des milliers doivent mourir ainsi chaque jour pour que survive l'empereur, l'impérium et toute l'humanité. Le rêve de l'empereur, celui d'un nouvel âge éclairé où l'humanité serait libérée de la superstition et de l'ignorance, est devenu quelque chose de bien différent. Son impérium a bel et bien perduré longtemps, mais uniquement par la vertu d'un régime oppresseur, dur par nécessité, exercé en son nom. C'est un âge de tyrannie et de déraison, une ère de stagnation et d'intolérance. Son peuple a régressé dans l'obscurantisme religieux, tandis que l'empereur repose immobile, perdu dans des pensées insondables. L'être dont la volonté s'exerce sur 1 million de mondes est incapable de lever un seul doigt. Une époque de nuit éternelle s'annonce, et de partout se pressent les ennemis de l'humanité, tels des rapaces volants en cercle au-dessus d'un animal à l'agonie. Seule la clairvoyance de l'empereur laisse une chance à l'homme de traverser la fin des temps. Dissimulé par des volutes de gaz alchimiques, connectés par des kilomètres de câbles et de tubes, l'empereur a conscience des dangers qui menacent d'engloutir l'humanité, et il les affronte, seul et coupé de tous. Il a assumé le rôle qui lui incombait, celui de gardien de son peuple et de protecteur de sa métamorphose. Le maître de l'humanité sait qu'il doit survivre, à jamais si nécessaire, ou jusqu'au moment où les humains dotés de capacités psychiques auront acquis assez de force mentale pour résister sans son aide aux dangers du warp.